David? Et nous, en Finlande, c'était la même chose déjà il y a 10 ans. Après, le lieu, je pense que le lieu affecte aussi le mode de service. Enfin, ce genre de service ne peut pas se faire partout. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, où je suis maintenant, il y a un service en salle. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je vais toujours en salle pour amener des assiettes, etc. Mais il ne faut pas que ça stoppe le service, bien sûr. Jacqueline, une réaction? Moi, enfin, j'étais pas un spécialiste du lancer de couteau, donc, mais je veux dire, dans mon cas particulier, enfin, c'était tellement spécifique, quoi. Quand vous avez 25 ventres qui crient famine dans la salle, je veux dire, c'était plutôt de l'efficacité, quoi. C'était plutôt à la hussarde qu'à la danseuse, quoi. Donc ça, c'est absolument pas recopiable dans un concept comme le mien, d'autant moins que tu m'appelais, tu disais vous les chefs. Moi, je ne suis pas chef, hein, j'ai une formation d'école de commerce et c'est véritablement de la passion. Donc c'était plus facile pour moi, n'ayant pas trop connu les deux filières un petit peu séparées que sont la cuisine et le service, de faire les deux, quoi. Moi, on m'avait surnommé l'homme fait tout. Et donc, il fallait que ça soit efficace avant tout, quoi. Mais je trouve ça absolument merveilleux, quoi. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir quelqu'un qui fasse ça en salle chez moi, quoi. Et puis après, c'est peut-être l'âme qu'on veut donner à notre restaurant. Nous, quand on a fait notre restaurant, on voulait vraiment être proche des clients, que les gens viennent nous voir, qu'il y ait une certaine atmosphère. Et si on avait eu ce genre de choses, je pense que ça aurait effrayé pas mal de gens. Mais je crois que ce serait bien en fait que Christophe développe un petit peu plus la façon dont le service se passe chez lui, qui le fait, comment, ce qui se passe en cuisine à ce moment-là, parce que c'est véritablement très intéressant. Mais c'est ce qu'on disait, hein, je veux dire, concrètement, on a besoin du personnel en salle, et comme on a besoin de celui en cuisine, et pour moi, l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune barrière. Je vais être également très pointu sur la méthode dont on amène le pain à table, la méthode dont on va poser les couverts sur table. Voilà, je suis également pointu sur le service du vin, puisque du coup, j'ai quand même un sommelier voilà, qui est assez qui a une belle formation là-dessus. Je veux dire, concrètement, on n'a pas oublié ces métiers de la salle qui sont très très importants aussi, et qui contribuent à ce que notre client soit heureux et passe un bon moment. Ouais. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui rend un peu plus confusant la situation, qui est aujourd'hui, et Christophe, tu le sais bien, parce que tu redessines ton nouveau restaurant, qui est qu'aujourd'hui, la salle est dans la cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait les cuisines ouvertes, mais maintenant, on va même plus loin, puisque les cuisines sont dans la salle, en quelque sorte, et avec les tables d'hôtes, donc il y a même, d'un point de vue architectural, la confusion de l'un dans l'autre, et donc qui questionne en tout cas la question du service lorsque le service se fait dans les cuisines. Moi, je vais aller chercher un petit peu plus loin, et je pense que voilà, les maisons qui ont 2 voire 3 étoiles aujourd'hui, quand on va dans ce genre d'établissement, on y va avant tout pour passer un bon moment, pour sortir la tête de tout ce qui nous entoure. Et quand j'ai démarré mon restaurant, j'avais envie de parler un petit peu d'un cocon. C'est exactement ça en fait. Ce que j'avais surtout envie, c'est que quand les gens rentrent chez nous, ils se sentent voilà, complètement dans un autre monde, et voilà, on soit à l'écoute un petit peu de chacun. Alors ça peut être parfois compliqué, hein, puisque tout le monde a à sa tête, tout le monde est tracassé dans la vie, et tout le monde a ses soucis. Mais moi, je sais que j'ai des professionnels voilà, des chefs d'entreprise, des gens comme ça, qui viennent chez nous, et qui repartent en nous remerciant, en nous disant on a vraiment oublié tout ce qu'il y avait autour de nous le moment où on a passé le déjeuner chez vous, quoi. Donc ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire que justement, on a su être à leur attente, et pour moi, ça, c'est top. Donc là, voilà, pour rebondir un petit peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va évoluer sur un autre projet où je vais carrément avoir mon fourneau dans la salle, et tout va être tourné justement autour de ça. Je réinvente pas la cuisine, puisque, comme je vous le disais, c'est vrai que Monsieur Bourrier était assez précurseur là-dessus. Mais en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, voilà, c'est
c'est de créer une ambiance, de créer un endroit où on se sente bien et où on soit proche de nos clients. En fait, si on peut résumer un peu tout ça, c'est qu'aujourd'hui, et c'est depuis un mouvement qui est, je sais pas, 40, 50 ans, c'est dur de le dater, mais en fait, c'est le chef qui est devenu la star absolue des cuisines. On le voit bien sûr à la télévision avec toutes les émissions qu'on connaît tous. Et en fait, cet inversement qui date finalement quand même, oui, on va dire peut-être un demi-siècle, où c'est le chef qui est devenu la star, où le maître d'hôtel, voilà, on en connaissait quelques-uns au XXe siècle chez Taïwan ou ailleurs, et on connaissait à peine le nom du chef. Aujourd'hui, c'est inimaginable. On a l'impression d'être au Moyen-Âge quand on dit ça. Et aujourd'hui, finalement, vous, en quelque sorte, vous, le maître d'hôtel, vous cherchez dans ce nouvel équilibre médiatico-professionnel, je ne sais pas comment je dois dire, mais vous, aujourd'hui, vous cherchez à exister. Avec en plus une question qui est c'est que finalement, vous n'avez pas tellement réussi, peut-être que je vais me faire engueuler, mais à structurer votre profession avec différentes écoles, contrairement aux chefs qui, eux, ont su plus ou moins bien d'ailleurs, mais créer des associations, des structures dans lesquelles on peut les entendre, vous finalement, vous souffrez aussi un peu d'un déficit et médiatique, mais également d'un déficit d'organisation professionnelle. Gilles? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, moi, j'ai 48 ans et j'ai été élevé depuis toujours dans cette servilité, c'est-à-dire dans l'humilité du service en salle, dans la discrétion. Le service doit se faire oublier. J'ai été élevé comme ça. Donc c'est très difficile. Pour moi, c'est difficile d'être ici, par exemple, et de parler à toute une assistante, parce que ça ne fait pas partie de ma nature. Ma nature, c'est d'être en retrait par rapport au service en salle. Et donc, je suis obligé de me faire violence pour m'obliger à aller chercher des éléments qui vont, en essayant de séduire le chef de cuisine. Et alors, petit à petit, ça marche. Il y a des chefs de cuisine qui commencent à s'intéresser sérieusement. Je racontais à Franck tout à l'heure, il y a une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hermance Caro. Son papa était assez connu à côté de Nice. Il s'appelait Alain Caro, un grand cuisinier qui travaillait avec Roger Verger, qui me fait venir en me disant il faut que quelque chose se passe en salle parce que rien ne se passe en salle et on veut que les personnes aillent à Fayence. Alors Fayence, c'est loin de Nice, donc dans les montagnes, et elle me demande de faire une recette en salle. Et je lui ai proposé de faire une recette qui était basée que sur l'émotion. Et en arrivant, donc, je lui dis, quand j'arrive dans ce restaurant, moi j'ai l'impression d'être dans Cigalon. Cigalon, donc c'est un vieux film de Pagnol avec un cuisinier caractériel. Vous avez vu le film. Et donc je lui dis, écoute, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui est lié aux petits oiseaux un peu braconnés, amenés au chef de cuisine, découpés sur une pierre avec un opinel. Voilà. Et on a créé une recette comme ça qui mettait en avant les métiers de la salle, mais différemment, pour qu'ils correspondent, pour que la découpe corresponde à l'image de son restaurant. Et ça a fonctionné. Alors, bon, elle a récupéré un macaron Michelin, je ne pense pas que ça soit lié à ça, mais en tout cas, elle a réussi à amener quelque chose en salle qui était lié directement à son restaurant. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte du livre, alors que tous mes collègues connaissent, qui est le Boulico. J'ai parlé à Thierry Boulico assez souvent ces derniers temps, parce que j'essaie de retrouver la connaissance des anciens. Et effectivement, ce sont des livres qui datent des années 80. Et depuis, on ne s'est pas évolué. On ne sait pas sortir du Boulico. Ce qui est bien, c'est que c'était un de mes profs en salle, donc c'est ça qui est... ouais. Mais est-ce que Gilles, selon vous, il y a carrément un franc-passera à la salle, mais quasiment un danger? Aujourd'hui, il y a beaucoup de mal. C'est très difficile de remplir les écoles pour tous les métiers de salle. Est-ce que vous sentez que la chose, entre guillemets, est en extinction? Moi, juste pour dire par rapport à ça, c'est vrai qu'à l'ouverture du restaurant il y a 1 an et demi, je suis descendu avec mes cuisiniers et je me suis dit, au niveau de la salle, je ne vais pas avoir de soucis. J'ai un lycée hôtelier à côté, j'étais là-bas pendant 4 ans. Je me suis dit, voilà, il va y avoir vraiment du personnel sur place. Et ça a duré 3-4 mois et j'ai dit non, c'est pas possible. Là, il faut que j'aille chercher des jeunes que je connais. Parce que pour le coup, j'arrivais à trouver aucun CV et aucune candidature pour un restaurant quand même qui venait d'ouvrir, qui avait une dynamique et qui avait envie d'avancer. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des personnes en salle. Surtout que moi, j'avais quand même envie d'avoir des gens qui aient cette formation. Hein, parce que voilà, on parle de cuisinier en salle, mais j'ai quand même envie d'avoir un service qui soit pointu, quelque chose qui soit bien exécuté. Et l'avantage que j'ai et la fierté que j'ai, c'est que quand mes clients partent et me disent bah, votre petite commis en salle, elle est souriante, elle est agréable, c'est génial.
pour moi, voilà. Oui, les clients viennent pour un chef, mais ils viennent aussi pour une ambiance, pour ce qu'on arrive à créer dans le restaurant. Et ça passe par chaque personne de l'entreprise. Et pour moi, c'est justement là où j'arrive à pousser et aller encore plus loin, c'est que chaque personne a sa place et chaque personne est importante. Avant que Gilles ne réponde, je rappelle quand même que ce matin, Théo, qui est donc le directeur du restaurant Septime, qui est comme l'un des restaurants on va dire, les plus tendance en France, n'arrive pas à trouver du personnel en salle. On est quand même en plein cœur de Paris, dans l'un des restaurants, pas les plus médiatiques, mais peut-être l'un des plus médiatiques en France. Hein. Donc ça montre quand même l'ampleur du problème et j'imagine les contraintes que certaines personnes peuvent avoir. Est-ce que, David, par exemple, est-ce que toi tu as du mal à trouver du Dans les personnel ou campagnes, pas? c'est la même chose. Ouais. Même chose? Comme Oui. disait Christophe, de toute façon, il n'y a pas que Paris, mais dans la campagne, c'est pire. Quoi. Nous, on est on est à 20 km de Poitiers, 20 km de Limoges. Alors, voilà, je vous laisse imaginer. Personne ne veut venir là-bas. Et donc finalement, ça oblige aussi vous, les chefs, les cuisiniers, à repenser l'architecture même du restaurant. Moi, là, je témoigne juste, je pense à un chef qui s'appelle Akram Benalal, dont on a déjà parlé hier, qui lui a envie encore de réduire, donc chef 2 étoiles à Paris, rue Lauriston, et qui dit qu'il a encore envie de réduire le nombre de ses couverts pour réduire son personnel parce qu'il n'en peut plus d'avoir des problèmes de personnel. Et donc finalement, le déficit qu'on est en train d'évoquer provoque l'évolution même du restaurant. Et ça aussi, je crois, une donnée assez importante. Gilles, une réponse par rapport à ça, puis après, on passera aux questions de la salle. Effectivement. Donc, dans une école hôtelière aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus de demandes pour la cuisine que pour la salle. On n'arrive plus à remplir. Donc, les jeunes que j'ai devant moi ne sont pas des personnes qui vont être motivées par les métiers de la salle. Moi, je ne cherche pas à leur apprendre le service en salle à 15 ans. Ce que je vais essayer de réussir comme mission, c'est de leur faire aimer les métiers de la salle. Donc, si déjà j'aurais réussi ça, ben j'ai atteint mon objectif à 15 ans. Et l'autre stratagème que j'utilise avec les jeunes qui rentrent, qui ne sont pas motivés par les métiers de la salle, c'est de leur montrer que les métiers de la salle, en fait, c'est la vie. C'est-à-dire que l'élégance, la manière de s'habiller, la manière de parler, la communication, on en a parlé tout à l'heure avec le cube, vont être des éléments qui vont les aider dans leur vie d'homme. Moi, personnellement, les métiers de la salle m'ont élevé. Je venais de la campagne toulousaine, et c'est grâce au métier de la salle que j'ai pu avoir un niveau social, rencontrer ma compagne, etc. Donc j'essaie de leur... Tout a été dit là. Merci Gilles. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va prendre là-bas au milieu. Là, oui. Attendez juste un instant, le micro arrive. Ça y est. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur gérer les chefs venant en salle. Est-ce que justement la médiatisation des chefs et gérer la prise de la salle, vous ne faites pas perdre les valeurs de notre métier? On voit des chefs qui sont médiatisés, qui veulent de plus en plus de médiatisation, et donc on retire le savoir-faire du personnel de salle. Et je pense que j'aimerais savoir également comment vous faites pour gérer votre cuisine si vous êtes en salle pour prendre les commandes, et vaudrait mieux-il pas gérer d'avoir plutôt une relation et une communication avec le personnel de salle pour avoir une bonne communication sur les plats que vous préparez et donc mettre en valeur le métier de la salle avec vos plats et votre cuisine. Ça, c'est super intéressant. Ça. Avant tout, je pense qu'un chef dans une grande maison ou même voilà, à taille humaine, un chef, il est pas toujours au fourneau. Hein. Un chef, très souvent, il est au passe. Il contrôle ses assiettes, il contrôle voilà, chaque cuisson, il contrôle. Hein. Donc moi, concrètement, aujourd'hui, je suis sur la même position, je contrôle. J'ai pas démarré qu'en contrôlant. Hein. Il y a 1 an et demi, on était 4 en cuisine et on faisait également le service. Donc ça veut dire que on n'était pas dans une panique non plus. Hein. Tout était bien voilà, structuré et quand on avait un bon, chaque personne savait ce qu'elle avait à faire. Mais ça n'enlève pas le fait que je sois présent pour prendre mes commandes, que mes cuisiniers servent. Ça n'enlève pas le fait que chaque plat soit préparé et cuisiné au moment. Et encore une fois, c'est pas parce que je le fais comme ça que les métiers de la salle ne sont pas mis en valeur et ne sont pas pensés et maîtrisés. Ouais. Gilles, quelqu'un veut... Non mais, alors, moi je pense qu'effectivement la méditation, elle fait du bien au chef et elle peut aussi leur faire du mal, mais
elle contraint en tout cas le maître d'hôtel à exister autrement, et que ça pose effectivement un problème d'équilibre dans les équipes, ça c'est incontestable. Après, je vais répéter les mots de Rémi Oyon qui, tout à l'heure pendant le déjeuner, m'expliquait que Bernard Loiseau, avec qui il a travaillé, ne sortait pas pendant le service simplement pour ne pas perturber le service, parce que sinon c'était plus le plat ou une autre personne qui était la star, mais lui. Donc bon, ça aujourd'hui c'est plus forcément le cas, mais oui, bien sûr, cette initiation elle bouscule les codes et elle bouscule l'équilibre du restaurant dans la transmission, en tout cas. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais on a aussi besoin de cette médiatisation, hein. Je pense que ça soit Monsieur Paul qui était le premier à sortir de sa cuisine, le premier à être, voilà, à avoir ouvert des restaurants un petit peu dans le monde. Aujourd'hui, je pense que si on n'a pas cette médiatisation, et encore plus avec l'économie actuelle, ben, du coup, on fait notre petit truc dans notre coin. Et puis un jour ou un autre, malheureusement, on ferme la boutique parce que du coup, bah, voilà, on n'a pas su justement se mettre en avant, hein. Il y avait une autre question, voilà, au deuxième rang. Merci. Une question rapide. On a été plusieurs à être un petit peu surpris dans le hall d'accueil de l'université en regardant le stand librairie, puisque le thème donc, de ces rencontres, c'est recevoir l'art et la manière. Donc, c'est une manière de mettre en valeur la salle. On a bien compris, on nous a expliqué à plusieurs reprises d'ailleurs que c'était une manière de rendre hommage justement à la salle par rapport à la cuisine. Or, je crois qu'il n'y avait absolument aucun livre sur le sujet. Il n'y avait que des livres en rapport avec la cuisine et la gastronomie. Donc ma question est simple. Premièrement, ce type de livre existe-t-il? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en recommander quelques-uns? Ouais, oui, donc bon, il y a des livres de salle. Il y a notamment un excellent livre qui a été écrit par un maître d'hôtel suisse qui s'appelle Esteban Valle, qui a écrit un. Alors, ça a été un peu étonnant parce enfin, je sais pas, moi je me suis dit, mais pourquoi nous on n'a pas réussi à faire ça à un moment donné? Et il y a une photo qui est passée sur Facebook il n'y a pas longtemps où Joël Robuchon est en train de d'éplucher le livre du maître d'hôtel suisse qui est très sympathique. Effectivement, on n'a pas assez écrit. Ça, je suis persuadé. Hier soir, j'étais à la bibliothèque de l'université et on voit tous les livres de cuisine qui ont été écrits. Et nous, les maîtres d'hôtel, on n'a pas assez écrit. Et finalement, il faut s'en prendre qu'à nous. Donc je pense qu'il faut que maintenant on se mette à écrire et qu'on petit à petit on rattrape tout ce qui a été perdu depuis des années. Jean-Pierre Poulain m'aide sur ma thèse. Il a déposé sa thèse en 1983. Donc ça fait déjà un sacré moment. Et nous, on commence à peine à avoir un embryon d'université, alors qu'il y ait un Stengel est docteur depuis un mois. Et je crois qu'il faut qu'on s'oblige à écrire des choses aussi et qu'on aille au charbon, au combat. Une question sur la structuration, quelle est la vôtre de votre profession. Aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a aucune association, aucune structure, aucun syndicat qui regroupe tout le monde, ou je me trompe? Donc, il y a une association qui est celle de Denis Courtiat, donc il va venir tout à l'heure, il sera dans la table ronde, qui s'appelle Au Service. Il y a la Coupe Georges Baptiste, qui est un concours de salle. Mais effectivement, ce matin, on déjeunait avec un sommelier qui était à la table ronde de hier. Il y a une organisation chez les sommeliers qui est beaucoup plus pyramidale, avec le meilleur sommelier du monde. Alors nous, il y a eu un concours de maître d'hôtel qui a été dirigé depuis l'Italie au niveau mondial. Mais effectivement, on n'a pas une institution comme ça mondiale, nationale et régionale. Et donc, il faut qu'on arrive à un moment donné à créer tous les niveaux pour que la profession soit organisée. Et c'est difficile parce qu'on a peut-être plusieurs courants. Et surtout, à mon avis, il y a les chefs cuisiniers qui doivent à un moment donné lâcher la bride et donner réellement la place à la salle. Et pour l'instant, quand même, il y a une vraie starisation des chefs de cuisine. Je parlais avec un journaliste de M6 il n'y a pas longtemps qui voulait créer une émission, une sorte de master chef des maîtres d'hôtel. Et top chef top chef des maîtres d'hôtel. Et il m'expliquait quelque chose et j'ai trouvé ça tout à fait vrai. Il me dit, la télé, c'est comme un cocotier. Donc là, on est sur le cocotier de la cuisine. Donc on fait master chef, top chef, etc., tout ce qu'on peut, le meilleur pâtissier, etc. Quand on a fini, il reste encore des noix de coco. Donc, on va créer comment ça s'appelle l'émission de L'amour est dans le pré des cuisiniers maintenant. Et à chaque fois, les cuisiniers. Et ça en devient insupportable.
Alors, avant de donner la parole à Denis Courtiade, forcément l'amour est dans le pré avec les chefs. Gérard Cagna, un petit mot là-dessus, une petite réaction. Il y avait une question. Dès qu'on parle d'amour, j'arrive. Non, je vais essayer de prendre un peu de recul, sans être trop long. En ayant démarré ma carrière en 1960 à 14 ans, et en ayant vu toute l'évolution chez Maxime 3 étoiles Michelin, 20 cuisiniers, 7 plongeurs, 12 mètres d'hôtel en salle, 4 mètres d'hôtel trancheur, etc. J'en passe. Ayant, depuis ce jour de juillet 60, été à la fois acteur, observateur et reporter de l'histoire, j'ai quand même un peu de regard. Hannah Arendt disait « L'homme est installé sur une fracture entre un passé révolu et un avenir indéchiffrable ». Je te dis, il y a 2 heures, 2016, ça sera une année charnière. Pourquoi ? Parce qu'en dehors des chaînes thématiques, en dehors des groupes qui gèrent leurs restaurants, tous les restaurants sont gérés pareil, c'est pas pyramidal, c'est horizontal. Et chaque restaurant est unique. D'ailleurs, ça va tellement loin que chaque chef est unique. Pourquoi aujourd'hui on fait des plats signatures à photographier? Parce que les chefs veulent être uniques. Chaque plat est unique. Ce n'est plus la reproduction des années 1960 où on reproduisait avec le Pélapra, avec le Gringoire-Saunier. J'ai vécu ça, moi. 10 heures par jour de 1960 à 1970. Hein. Donc, je connais tout ça. Donc, maintenant, le plat est devenu unique. Chaque restaurant est unique. Votre restaurant est unique. Tout le monde est unique. Donc, en dehors des formules, des restaurants à thème où tout est organisé, chacun gère sa maison comme un restaurant unique. Donc, on peut difficilement aujourd'hui intégrer dans un restaurant un certain nombre de choses parce que chacun pense qu'il détient une forme de vérité. Voilà. Partant de là, c'est très compliqué pour la salle, c'est vrai, mais j'ai travaillé sur le sujet parce que je me suis rendu compte que les grands groupes, les Costes, les gens qui ont des restaurants à thème dont le prix moyen est de 50 à 80 euros, hein, c'est pas 30 euros, ils avaient compris qu'il fallait prendre des gens qui avaient bac plus 1, plus 2, qui avaient 22, 24 ans, décider, pas formatés, décider, très ouverts, avec une facilité d'élocution, une culture générale. Ils gagnent bien leur vie, ils ont 6 mois de formation et ils enclenchent. Le vivier pour la salle, il est entre les 22 et 24 ans, de gens qui ont eu un parcours. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les autres, hein, il faut garder absolument l'apprentissage, mais le gros vivier actuellement, c'est ceux qui décident, après une carrière dans la banque, par exemple, ou dans l'audit, ou d'aller vers la cuisine pour vivre une expérience physique, intellectuelle, ou dans la salle, une expérience de communication et de commercialisation. Et le vivier, il est là. Mais ceci étant, il ne faut pas désespérer. À chaque fois, il ne faut pas se mettre de la cendre sur la tête. Il ne faut pas diaboliser les chefs qui longtemps étaient dans le fond du... Moi, j'ai connu où ils étaient au fond de la cuisine. Là, maintenant, ils sont un peu devant. Peut-être que dans 2 ans, ils seront peut-être au fond de la cuisine. On ne sait pas. Hein. Le monde est installé sur une fracture en permanence. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais chaque restaurant est unique, sauf les chaînes. Alors, il y a une chose super importante, c'est qu'il faut absolument arriver à recueillir les témoignages des anciens maîtres d'hôtel, ceux qui ont vraiment connu le service en salle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont âgées, qui ont 80 ans. Je suis en train d'essayer de les appeler un par un, d'essayer de recueillir leurs témoignages. Il y en a qui sont très bouleversants. Alors, bon, tu parlais de Thierry Boulico, qui est jeune, puisque c'est un jeune retraité. Mais je parle, par exemple, il y a une personne extraordinaire qui s'appelle Monsieur Fissor. Donc, je pense que peut-être, Didier, tu as connu Monsieur Fissor à Nice. Et c'était hyper touchant lorsque j'ai eu au téléphone, parce que je l'ai appelé un jour et il n'a pas voulu me répondre. Il me dit, est-ce que vous pouvez m'appeler demain? Il s'est mis à pleurer d'ailleurs, il était très touché. Et il lui a fallu toute une nuit pour réfléchir à ses vieux souvenirs. Et le lendemain, il était prêt à me répondre. Et j'ai eu l'impression que si on ne fait pas ça, nous, les gens de 40 ans, 50 ans, si on ne fait pas ce travail-là, d'aller rechercher la mémoire de ceux qui ont effectivement fait les choses, ça sera tout un pan de la gastronomie qui sera perdu. Mais je me permets de rebondir, Gérard, tu as parlé de formatage, donc de quoi? Que l'école formate et que du coup, non? Prends le micro qui est sur ton épaule. Juste une chose quand même que je dis souvent, j'interviens aussi bien devant des mecs sur main judiciaire que sur des dérages de Carrefour. La nostalgie la nostalgie, c'est le début de la dépression. Il faut toujours mettre en perspective. Quand je parle de 1960, quand j'ai démarré apprenti à 14 ans, le général de Gaulle était à faire, je fais court. Mais non, mais il faut mettre en perspective l'histoire. Le Parti communiste, c'est 22%, ok? L'Algérie est encore française, il y a une télévision en couleur, le yaourt est blanc. Là aujourd'hui,
Non, mais il faut mettre en perspective. Sur ça, tu ne fais pas de l'histoire. Tu racontes tes souvenirs de guerre et ça n'intéresse personne. Par contre, si tu as rencontré le général de Gaulle, ça intéresse quelqu'un, là. Bon, pour le fait. Mais là, on a tous notre carte de crédit, notre téléphone portable, on est branché. Si on n'a pas de prise dans le restaurant, on est comme des gosses, là. Le pacemaker n'est pas là. Bon, tout a changé. Donc, le monde a changé. Et tu es un garçon formidablement engagé, Gilles. Mais je pense qu'il faut quand même se mettre en situation qu'aujourd'hui, on est sur une fracture et que les jeunes ont besoin de vibrer différemment. Il y a autant de passion chez les jeunes que de mon époque. Il y a autant de passion, mais ils vibrent différemment. Il ne faut pas diaboliser. Enfin, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Ou alors, il faut faire un restaurant que de découpe. Il faut faire une rôtisserie. Tu fais une rôtisserie, tu sors des poulets, des gigots, des machins, puis tu mets 3 mecs à couper, mais tu fais 150 couverts. Tu ne fais pas 4 couverts, quoi. Tu peux faire un concept de rôtisserie trancheur. Tiens, voilà, je vais déposer ce soir à INPI. Quand je dis formaté, Franck, je dis que le rôle de l'éducation nationale est important parce qu'eux, ce n'est pas une école où on paye 20 000 € par an. Hein, dans l'éducation nationale, on prend tous les enfants de la République, ça on ne le dit pas assez, il faut arrêter de taper sur l'éducation nationale. Hein, on prend tous les enfants de la République, black, blanc, beurre, ce que tu veux, jaune, blanc, vert, non, ça c'est nouveau, mais ils ont un rôle énorme à faire, parce que quand ils sont dans les lycées et qu'ils passent du collège, moi je les ai vus, et que tout d'un coup ils arrivent avec des jeans pourris, et que là, à la rentrée, ils ont un joli petit costume, ils font un peu la gueule pendant 2 semaines, et après ils sont ravis d'être dans un petit costume. Pas d'accord, Gilles? C'est vrai. Déjà ça, c'est un bon point, parce que moi je suis un optimiste né. Ça, c'est un bon point. J'ai des cours, Gérard. Bon, j'arrête. J'ai des cours. Gilles, une réaction, et puis après, on donnera la parole à Denis Courtiade, justement. Je préfère écouter Denis. Alors, Denis Courtiade. Non, je voulais juste rebondir sur Juste sur te présenter, Denis, pour que chacun sache. Je me présentais tout à l'heure, mais oups. Donc, je suis Denis Courtiade, le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Je voulais juste rebondir sur les écrits des maîtres d'hôtel. Et Gilles, tu sais aussi bien que moi, c'est que les écrits, il y en a. On peut écrire, on écrit, beaucoup d'intangibles de ce qu'on vit au quotidien. Et après, on se heurte à ce qu'on appelle les maisons d'édition, où l'aspect financier est important pour eux. Donc, on arrive avec notre projet, avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, avec beaucoup de choses à raconter. Mais il n'y a pas forcément de photos, il n'y a pas forcément de technique, mais c'est des partages d'expériences, etc. Et là, les maisons d'édition, ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, les écrits, toi comme moi, comme d'autres personnes, on les amoncelle. Donc un jour ou l'autre, si un journaliste bienveillant souhaite publier nos œuvres, entre guillemets, pour les plus jeunes. Donc voilà, je crois que les écrits existent, sauf qu'on ne peut pas les publier pour l'instant, pour le moment. Voilà. L'économie, voilà, etc. Message entendu. Vous applaudirez tout à l'heure. Gilles, une réaction ou non? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, pardon. Oui. J'aurais voulu intervenir simplement pour le fait Franck Josserand, je suis au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, anciennement à Blois. D'ailleurs, j'ai eu Christophe, il me semble, à l'époque. Bon élève. On ne s'était pas vu depuis très très longtemps. Très bon élève. Le thème de la cuisine en salle, ou le chef en salle, oui, moi je ne suis pas contre totalement, mais à un certain niveau. C'est-à-dire, ça me paraît quand même un petit peu compliqué que le chef arrive avec des assiettes devant les clients et non pas arrive simplement pour présenter peut-être son plat. Il faut laisser au personnel de salle, les métiers de la salle, c'est fait aussi pour qu'on soit ambassadeur de la cuisine. Nous sommes les ambassadeurs de la cuisine. On est capable de mettre en valeur le travail fait par la cuisine. Après que le chef arrive en cuisine, en salle pour avoir un contact, une communication avec la clientèle, oui, entièrement. Mais prendre un petit peu le rôle, enfin notre job de métier de salle avec tout ce qui entoure l'ambiance, la commercialisation des produits, mettre en valeur l'assiette, il me semble que c'est plutôt le rôle du maître d'hôtel et du personnel de salle de le faire. Ce n'est que ma constatation. Le fait de mettre un fourneau dans une salle de restaurant, je trouve qu'on va encore empiéter sur la salle et on n'est plus en harmonie avec ce qu'on devrait faire en travail d'équipe. Ce qui m'embête, c'est ça. C'est qu'on est capable, nous, de mettre en valeur votre travail sans pour cela que la cuisine empêche trop dans la salle. C'est la chose qui ça me dérange pas, hein, c'est juste un constat. Ouais. Par contre, là, j'ai entendu parler d'équipe.
Il ne faut pas oublier quand même que je suis pas non plus, hein, j'ai 38 ans, hein, mais quand j'ai démarré, moi personnellement, dans l'hôtellerie en général, il n'y avait pas que des entreprises avec un esprit d'équipe, hein. Oui, je suis Il n'y avait d'accord. pas que ça, hein. Alors qu'aujourd'hui, concrètement, quand on vient chez moi, concrètement, il y a un travail d'équipe, puisque tout le monde s'implique dedans et tout le monde est impliqué vers le client, quoi. Hein, donc, c'est pas parce que je vais mettre mon piano dans la salle qu'à côté de ça, il y aura plus cet accueil du client, il y aura plus ces gestes de mise en place de la table. Voilà, tout l'art autour de la table est encore présent. Et moi, ce que je dis par rapport à ce que je vis aujourd'hui, c'est surtout que les personnes qui sont en salle, que ce soit le directeur de salle, que ce soit le sommelier, aujourd'hui, il a encore plus le temps de pouvoir s'appliquer sur ces gestes. Et c'est ça qui est important pour moi. Alors, il n'y a pas que moi qui emmène les plats, hein, puisque moi, je prends mes commandes et c'est mes cuisiniers qui servent. Donc, ça veut dire que j'ai été obligé de doubler les postes en cuisine, hein, puisque en fait, pendant que le commis est en train de préparer, c'est le chef de partie qui emmène ses plats. Et pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? Concrètement, on parlait tout à l'heure justement de la reconversion professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en reconversion, il va évoluer à une allure. J'ai une personne chez moi qui est chef de partie, qui a fait EDEC, hein, et une fois qu'il a fini ses études, il s'est dit non, moi ce que je veux, c'est faire de la cuisine. Aujourd'hui, le gars, voilà, il est pointu, il va chercher des techniques, il est tout le temps à aller chercher des nouvelles préparations. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a soif et qui a envie, quoi. Et voilà, cette envie, on ne l'a pas toujours avec les personnes de salle ou de cuisine, hein. Je veux dire, le but surtout, c'est de bien s'épauler et d'aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Alors, c'est pas toujours tout facile de les trouver. Il faut aussi les impliquer. Et comme on peut le savoir, impliquer un commis de cuisine dans une entreprise, c'est pas toujours facile parce que le gars, il est au pluche. Toute la journée, il se tape des épinards à équeuter. Moi, concrètement, aujourd'hui, mon commis, il est capable également d'emmener, de présenter un plat et d'aller au contact des clients. Et ça, c'est énorme parce que le jeune, quand il revient en cuisine et qu'il a la banane et que son client lui a dit, écoute, c'est super ce que tu viens de me faire, le gamin, mais il a juste envie de progresser et envie de continuer. Et c'est la même chose pour ma commis de salle, c'est la même chose pour mon sommelier, c'est la même chose pour tout le monde. En fait, chacun a son retour client direct, alors que ça soit positif ou négatif, hein. Et l'avantage de ça, c'est que quand il y a un cuisinier et qu'on lui dit écoute, ça, j'aime pas trop, qu'est-ce qu'on fait derrière? Plutôt que d'aller derrière et puis de se dire oh, putain, il aime pas ça, non, nous, on rebondit derrière et on va refaire un autre plat pour vraiment que notre client reparte satisfait, quoi. Le but du jeu, c'est vraiment d'épauler les gens et d'être proche des gens, en fait. C'est ça. Au final, c'est la satisfaction du client qui prime. Voilà. Si chez Christophe ou comme avant chez moi, on emmenait les plats, c'est justement En même temps, il n'y a pour plus de voir les soupape, réactions hein. des. Pardon. Il n'y a plus de soupape. C'est-à-dire que si effectivement le chef va en salle et il se prend un canon, Et c'est pour ça que parce qu'on derrière, lui il fait dit encore c'est plus attention. dégueulasse, le directeur de salle ou le personnel de salle peut aussi attendre la fin du service en disant bon voilà, il y a telle table, si en plus c'est une table importante, ou ça peut déstabiliser un service aussi, le service en cuisine, pardon. Mais je trouve que c'est dommage de réduire, excusez-moi, de réduire le contact client à l'assiette du cuisinier. C'est pour ça que j'ai essayé de vous présenter le travail que je faisais avec les petits jeunes. Je trouve que là, je suis à Tours, il y a plein d'autres choses dans le restaurant qui vont m'étonner au-delà de l'assiette du cuisinier. Il y a l'architecture de Tours, il y a cette ambiance particulière. Et donc, je trouve que lorsque le cuisinier va présenter son assiette au client, c'est une très bonne chose, ils le font certainement très bien, mais c'est réducteur par rapport à l'émotion que l'on peut susciter avec un client qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir avec la cuisine. Moi, je vais vous expliquer quand même pourquoi ces 7 années cuisiniers en fait ont débarqué en salle. Il y a une trentaine d'années, moi j'ai eu la chance de travailler, c'était mes débuts dans ce métier-là, et en fait une cuisine de restaurant c'était absolument somptueux. Il y avait la poubelle généralement qui était au milieu parce qu'on s'en servait vachement, et puis il y avait la plonge qui était là aussi, quoi. Et en fait tout se passait dans la cuisine, tout, de l'épluchage jusqu'à la mort de l'assiette et jusqu'au détritus qui partait à la poubelle. Et ça fonctionnait pas si mal que ça, dans la mesure où des cuisiniers avaient un feedback au niveau de la salle qui était absolument exceptionnel. C'était le retour de l'assiette vide.
les normes d'hygiène ont évolué et on a mis la planche dans un coin et on a mis la poubelle surtout dans un autre. Moyennant quoi, les cuisiniers, en fait, ils balançaient des assiettes dont ils n'en voient jamais revenir une, si ce n'est qu'elle a été propre et qu'elle est passée à 95 degrés dans la plonge. Et donc ces gens-là, ils ont été frustrés à ce moment-là, ce qui est absolument normal. Il leur fallait un thermomètre, il leur fallait prendre la température, et à mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est l'une des raisons un petit peu induites pour laquelle les cuisiniers ont débarqué en salle. Moi, je vais vous dire, en sens inverse, comme je n'étais pas du métier, que j'ai monté un restaurant, que j'ai formé une équipe, que j'ai plutôt bâti une équipe plutôt que de la former, donc je me suis occupé bien entendu de la salle puisque j'étais incapable de faire la cuisine à ce moment-là. Et si j'en suis arrivé en fait au fait de travailler tout seul et de faire la cuisine et le service au même endroit, eh bien c'est que j'ai été terriblement frustré quand j'étais en salle. Parce que les gens me disaient « Oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé ?» Parce qu'en fait, c'était quand même l'essentiel. Les gens viennent au restaurant pour manger. Et donc, je recevais tous les lauriers en disant « Bah oui, mais je n'y suis pour rien, quoi, parce que c'est l'équipe de cuisine qui a fait ça, quoi, ce que vous avez eu. Quoi. » Et c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai balancé et que j'ai voulu partir en cuisine et gérer le processus, en fait, la marche en avant, en fait, complètement. Parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui sers, c'est moi qui fais le service du vin. Donc si jamais il y a un compliment, tant mieux, c'est pour moi. Si jamais il y a un reproche, c'est aussi pour moi. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. Quand les gens ne sont pas contents dans un restaurant, il y en a 8 sur 10 qui vont vous dire, si vous les questionnez, c'est pour ça que moi j'avais arrêté, qui vont vous dire ça s'est très bien passé. Et qui après vont vous dégommer en disant quelle merde. Mais le client qui va vous dire en face, ce qu'on a bouffé là aujourd'hui, c'était infâme. Ça, c'est très très rare. Il faut vraiment tomber sur un mec qui est un peu caractériel, qui s'est clashé avec sa femme. Donc, c'est vraiment des profils qui sont peu nombreux. Donc, ouais, ça c'est encore un autre débat, effectivement. Ouais. La façon dont on négocie la fin du repas. Et ouais. Il y a effectivement cette expérience qui a déjà été faite, hein, de dire à la fin, est-ce que tout s'est bien passé? Vous dites non. Et la personne ne sait pas quoi répondre. Parce qu'elle n'est pas formatée ni formée pour répondre à la négation à ce moment-là, lorsque la personne est sur le pas de la porte, lorsque vous dites non, ça s'est mal passé, là vous êtes assez embêté. C'est encore 2 questions. J'ai vu un micro là, madame. Bonjour, je suis Céline Alcade, je vais intervenir dans la prochaine table ronde. Bonjour Céline. Et ça sera peut-être l'occasion justement aussi d'ouvrir un peu sur le professionnel de salle. J'ai l'impression qu'il est envisagé surtout sur ses gestes techniques, sa tenue, sa posture, et très peu finalement dans ses discours. Monsieur Galasso, vous avez un petit peu ouvert tout récemment cette précision, mais est-ce que aller plus avant dans ces gestes techniques complexes, revenir sur ces gestes techniques, est-ce que c'est pas justement le cantonner à quelque chose qui va le réduire et effectivement correspondre à ce qui peut être des gestes de cuisine et de cuisinier, et lui laisser finalement moins d'opportunités d'exister en véritable statut professionnel qui sera identifié comme important dans la salle et qui aura ses prérogatives et son propre domaine d'intervention. J'espère que je n'ai pas donné une image fausse de mon travail au lycée hôtelier. Mon travail au lycée hôtelier n'est pas la découpe en salle. La découpe en salle, c'est mon sujet de thèse. Donc c'est une toute petite partie du service en salle. Effectivement, la communication est la partie la plus importante du service en salle, ça on est bien d'accord. Et notamment par rapport aux chefs qui sont à côté de moi, on a des manières de servir, de mettre en valeur les plats dans lesquels on va essayer de s'adapter à l'âge des clients, on va essayer de s'adapter à la typologie des clients. Et donc, moi, je fais un exercice, par exemple, avec les jeunes, pour aller dans le sens de votre question, c'est que je vais poser un plat, la dernière fois, c'était une blanquette de vol ancienne, et je vais demander aux jeunes gens de vendre ce plat ou de le présenter selon différents types de clientèle. Et ça, c'est la base du métier aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé cette présentation par vous montrer que nous essayons de créer une émotion qui va bien au-delà du geste du service. Ce qui est important, c'est, à mon avis, de valoriser le geste du service pour rendre la fierté aussi au métier de la salle. Une dernière question. Oui,
Bonjour, Émilie Félix. Je suis sommelière et entrepreneur dans l'univers de la restauration. Justement, je veux revenir sur cette idée du geste. Si la cuisine s'installe en salle, pour moi, on change presque le paradigme du restaurant. C'est-à-dire que si on a une équipe de cuisine qui travaille en back-office, si on a une équipe de salle qui est visible, ok, ça peut peut-être avoir du sens d'avoir deux types d'écoles, mais à partir du moment où le chef et ses commis se retrouvent en salle, est-ce que apprendre un geste qui serait beau, qui ne serait pas que technique, c'est pas important pour la cuisine. Donc ma question c'est, Gilles, demain est-ce que vous allez former des chefs à la beauté du geste aussi, comme on peut le voir au Japon quand on va dans les teppanyaki où le chef a un geste majestueux, c'est presque un ballet. C'est tout sauf technique. C'est technique, mais ce n'est pas que technique. Ce que vous dites est passionnant. Malheureusement, ce n'est pas le thème de la table ronde, donc je n'ai pas pu traiter de ce thème-là. Mais effectivement, on a d'un côté un artisanat, et même les chefs de cuisine le revendiquent eux-mêmes. Ils se revendiquent des artisans. Et à côté de ça, on a l'art, c'est-à-dire les beaux-arts. Et au moment de la séparation, de la création des académies, la cuisine a été discutée comme étant un des beaux-arts. Elle a été écartée pour des raisons d'ordre philosophique que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Alors que le geste de service s'inscrit, à mon avis, alors peut-être que je rêve et que c'est utopique, plutôt justement dans la logique des beaux-arts. Bon, on va terminer sur les beaux-arts. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Merci à vous d'avoir écouté.